podcast. Ina Podcast vous propose la légende des chevaliers de la Table Ronde, autrement intitulée Le Grand Livre des Aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Georges Godbert. En partant seul, dans la tempête, délivrer le château de la Douloureuse Garde, Lancelot se montre digne de son titre de chevalier. Car dans la légende arthurienne, devenir chevalier est une aventure en soi. Il faut prouver à la fois sa valeur guerrière et sa haute moralité. Qu'en est-il dans la réalité au Moyen-Âge ? C'est au XIe siècle qu'apparaît véritablement la notion de chevalerie. Si tout combattant valeureux peut prétendre au titre de chevalier, il est de fait réservé à la noblesse car l'achat d'un cheval et d'un équipement s'avère très coûteux. La chevalerie occupe un rôle central dans la société féodale du Moyen-Âge, constituée selon un système d'obligations et de services entre suzerains et vassaux. Le seigneur, ou suzerain, réunit autour de lui un groupe de fidèles moins puissants, ses vassaux, qui lui doivent des services en échange de sa protection. Le suzerain concède aussi à ses vassaux la possession effective d'un fief, un territoire et ses richesses. En contrepartie, le vassal jure fidélité à son suzerain, le conseille et lui apporte son aide militaire lors des combats, financière lors des cérémonies. Il s'agit d'une hiérarchie véritablement pyramidale et le vassal d'un roi peut aussi être le suzerain de seigneurs moins puissants que lui. Seul le roi, suzerain suprême, n'a pas de suzerain au-dessus de lui. Dans la légende arthurienne, le chevalier diffère quelque peu de la réalité avec l'image du chevalier errant et d'un idéal chevaleresque. Tel Lancelot partant seul délivrer le château de la Douloureuse Garde, le chevalier arthurien cherche l'aventure pour éprouver sa prouesse et sa hardiesse. Il s'agit pour le chevalier de justifier son existence et sa place dans la société. Accomplissement personnel, l'aventure permet aussi de servir la communauté. Au cours du XIIIe siècle, sous l'influence grandissante de l'Église, le chevalier doit désormais mettre sa force et ses capacités guerrières exclusivement au service de la foi et de la chrétienté. Il part en croisade. Les chevaliers de la Table Ronde, eux, n'ont plus comme priorité de rester auprès du roi Arthur, mais de partir à la conquête du Graal. Mais rendons la parole à Maître Blaise et suivons avec lui le valeureux Lancelot sur le chemin du château de la Douloureuse Garde. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la Table Ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Évelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 10e émission, La Douloureuse Garde. Première partie. La tempête ne cesse point. Par la nuit profonde, Lancelot et ses écuyers continuent leur chemin dans l'espoir de trouver quelque abri pour la nuit.
L'orage s'arrête aussi soudainement qu'il avait commencé. Un mortel silence lui succède. Lancelot et ses compagnons se trouvent dans une plaine nue et désolée que barrent à l'horizon les sombres murailles d'une forteresse en haut desquelles des feux sont allumés. La plaine s'éclaire d'une lueur pâle. Au ciel, aucune étoile ne brille. Un homme abrité sous une immense ombrelle semble les attendre à la porte de sa demeure et, curieusement, se tient comme un héron sur une seule jambe. Bienvenue, mes seigneurs, bienvenue. Sire, vous plairait-il de vous reposer chez moi cette nuit? Sire, merci. Puis-je vous demander quel est ce château que l'on voit là-bas? Sire, je ne vous conseille point de vous y rendre. Depuis ici jusqu'au château, aucune herbe ne pousse. Tout le jour, un nuage le surmonte, si noir qu'on n'y distingue jamais le jour de la nuit. Comment l'appelle-t-on? On l'appelle la douloureuse garde. Il est au sire Brandus des îles, le plus fort magicien qu'on ait vu depuis que monseigneur Merlin est mort. Sire, il n'est pas mort. Sire, je sais ce que je dis. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, sire, pardon. Je me demandais la raison pour laquelle vous vous teniez ainsi, sur un pied. Sire, j'entrevois quelque insolence dans votre question. Toutefois, eu égard à votre jeunesse et à votre inexpérience des usages du monde, je vous répondrai que c'est afin que l'autre se repose. Merci. Quant au feu que vous voyez en haut des murs, le sire Brandus les fait allumer afin d'attirer les voyageurs et les chevaliers errants. Mais de ceux qui y sont allés, aucun n'est jamais revenu. Entrez donc chez moi, nous y serons plus à l'aise si vous avez encore quelques questions à poser. Le sire Brandus a-t-il une nombreuse troupe avec lui? Le sire Brandus n'a besoin de personne pour tenir le château. À lui seul, il vaut une armée. Sire, encore merci. Je vous laisse mes écuyers. Pour moi, j'irai sans attendre au château demander l'hospitalité de sire Brandus, si vous pensez qu'à cette heure, je ne le dérange point. Sire, je vous ai prévenu. Sans plus attendre, Lancelot s'élance vers le château. Arrivé sous les murs, il voit que le pont-levis est relevé. Au mur de la barbacane, il découvre un corps qui est suspendu. Sans hésiter, il s'en empare et de toutes ses forces, il sonne. Personne ne répond. La pâle lueur dont s'éclaire le château se fait plus forte à mesure qu'il sonne. À la troisième fois, il semble que le jour soit levé. Mais c'est un jour sans couleur, qui ne donne pas d'ombre. Et Lancelot comprend qu'il s'agit d'un sortilège. Il ne s'en émeut pas, tant il a hâte d'affronter le sire Brandus. Il sonne encore. Cette fois, le pont-levis s'abaisse, et Lancelot s'y engage. À peine l'a-t-il passé que le pont retombe avec fracas. La herse se lève. Lancelot entre au château. Il se retrouve derrière la première enceinte dans une vaste cour que défendent de nouveaux murs. Il ne voit personne. Il n'entend aucun bruit que le pas de son cheval dont les murailles aveugles lui renvoient l'écho. Alors il sonne une nouvelle fois du corps. Brandus! Brandus, montre-toi si tu l'oses! Brandus! Brandus!
À mesure qu'il sonne du corps et qu'il fait son tapage, il semble à Lancelot qu'une sorte de nuage de brouillard apparaisse au milieu de la cour. Ce brouillard s'épaissit et prend peu à peu l'apparence d'un chevalier. Et de cette forme d'ombre, encore imprécise, s'élève une voix. Que veux-tu? Fantôme! Es-tu Brandus des îles? Malheureusement pour toi! Si tu es Brandus, je viens de par la reine délivrer ce château. Au nom de la reine, rends-toi! Alors Brandus apparaît à Lancelot tel qu'il est, grand et fort, solidement planté dans son armure multicolore, sur son noir destrier. Quelle reine! Voici une reine qui est bien mal pourvue de n'avoir que toi pour champion. Elle ne t'aurait pas envoyé si elle savait ce que je vais te faire. À ces mots, Lancelot s'élance sur Brandus qui le reçoit sans broncher. Le combat s'engage. Et Brandus comprend qu'il n'a pas affaire au gamin qu'il croyait. Et Lancelot, soudain, se voit environné de 20 chevaliers qui tous sont le même Brandus et tous ensemble le chargent en même temps. Il sait qu'il est perdu. Il pense qu'il ne reverra pas la reine. Alors il se souvient de l'anneau de Viviane. Il le tourne. Et les 20 Brandus redeviennent un seul, tandis que le blanc chevalier sent ses forces se multiplier sous l'effet de la colère. Le coup qu'il porte est tel qu'il désarçonne Brandus. Mais en même temps, il se fait une obscurité totale. Lancelot sonne du corps à nouveau. La clarté revient. Brandus est de nouveau en selle. Le combat reprend. Les deux adversaires semblent de force égale. Bientôt, par maintes blessures, le sang coule sur les armures. Pourtant, la lutte dure toute la nuit. C'est merveille s'ils sont encore debout. À grand-peine, ils soulèvent encore les lourdes épées. Un enfant, à présent, aurait raison de... Enfin, le ciel s'éclaircit. Lancelot, voyant poindre le jour, reprend courage et force. Il sait qu'il va triompher. Il lève son épée. Le premier rayon du soleil s'y pose. La herse se lève. Le pont-levis à grand fracas s'abaisse. Et Brandus, rompant le combat, s'enfuit en courant. Lancelot va se lancer à sa poursuite, mais l'autre n'est déjà plus qu'un tourbillon de poussière. Lancelot, pris de faiblesse, s'affaisse sur le sol et le monde à ses yeux s'efface. Quand il les rouvre, il se voit entouré des habitants de la douloureuse garde qui, le voyant revenir à lui, donnent de grands signes de joie. Les uns semblent rire, d'autres pleurent, d'autres à genoux prient. Mais aucun son ne sort de leurs lèvres. Hâves, décharnés, fiévreux, ils se pressent autour de Lancelot qui se demande s'il ne s'éveille pas au royaume des ombres. Les écuyers de Lancelot arrivent. Sire, vous êtes blessé? Suis-je point mort? Non pas. Oh, Dieu merci. J'entends votre voix. Vous me paraissez bien vivant. Oui, sire, oui. Qu'est-il advenu de Sir Brandus? J'ai gagné le combat. Oui. Mais il a pu s'enfuir. Les écuyers contemplent avec stupeur les habitants du château. Certains s'enhardissent à les tirer par leurs vêtements pour les inviter à les suivre. D'autres désignent avec effroi le lourd nuage noir qui se forme au-dessus de la douloureuse garde. Lancelot se relève avec peine et, s'appuyant sur ses écuyers, entouré de la foule misérable,
Ils pénètrent dans la place forte. Derrière eux, le pont-levis se relève. À l'intérieur est une ville où des bruits étranges se font entendre, dont on ne sait d'où ils viennent, car les habitants demeurent muets. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils semblent gagnés par une nouvelle terreur. On en voit qui soudain prennent leurs jambes à leur cou. D'autres, au contraire, avancent avec une extrême lenteur. D'autres rampent au sol, d'autres restent figés sur place comme des statues, ou bien se roulent en boule dans la poussière, et d'autres encore se livrent à des danses désordonnées, exécutant à l'intention de Lancelot et de ses compagnons d'affreuses grimaces. Et le nuage est maintenant si bas qu'il semble qu'en levant le bras, on pourrait le toucher. Enfin, Lancelot et ses compagnons arrivent au palais de Brandus. Ils y entrent. Personne ne les accueille. Mais au milieu d'une grande salle circulaire, ils trouvent un luxuriant jardin, tout ensoleillé, rempli d'arbres et de fleurs inconnues. Et au milieu du jardin, une table couverte de toutes espèces de mets les plus délicats. Alors un maigre petit vieillard aux yeux brillants, étrangement accoutré de riches haillons, vient les accueillir. Il s'incline très bas, puis s'approchant en quelques pas de danse, il se met à débiter de ses lèvres muettes un discours compliqué qu'il agrémente de maints gestes précieux. Et malgré les blessures, la fatigue, le sommeil, la faim et l'étonnement, Lancelot ne peut s'empêcher de rire. Une peine infinie se peint aussitôt sur le visage du vieillard. Sire, pardon. Je ne voulais pas vous offenser. Le vieillard tire de ses guenilles un parchemin qu'il remet à Lancelot. Toi qui entres ici, perds toute espérance de retour, à moins que tu n'ailles chercher la clé des enchantements. Où est cette clé, vieillard? Mais le vieillard désigne à Lancelot la table servie et l'y amène. Il goûte lui-même les mets. Puis il fait comprendre à Lancelot qu'il reviendra le chercher le lendemain. Et il se retire. Les écuyers aident Lancelot à ôter son armure. Il lave ses plaies à l'eau du bassin qui est fraîche et pure. Puis, l'ayant oint d'un baume que Madame Viviane leur a donné, tous trois se mettent à table et mangent de grand appétit sans se soucier des voix étranges de la douloureuse garde. Après quoi, Lancelot va s'étendre sur le lit du seigneur Brandus des îles. Tout aussitôt il s'endort, tandis que les écuyers montent la garde. Il dormit tout le jour et toute la nuit. Et il se réveilla plus frais et dispos qu'il n'avait jamais été au moment même où le maigre vieillard s'en venait le chercher. Lancelot se fait armer et sort du palais devant lequel l'attend la foule des étranges habitants. On le mène à un cimetière. Là sont alignées des dalles de pierre nues. Sur chaque dalle, un nom est inscrit. À côté de chaque dalle, une tête, si bien faite et peinte qu'on la dirait vivante, éclairée d'une petite flamme bleue qui jaillit de la terre même du cimetière. Ce sont tous ceux que le sire Brandus a tués. Sur l'une d'elles, Lancelot peut lire « Il est mort, Brangor d'Estrangor. Il était le seigneur du château quand il s'appelait encore la Joyeuse Garde. » Enfin, le vieillard l'amène à une dalle sur laquelle il n'y a pas de nom, mais seulement une poignée de bronze, et tout agité d'un fou rire muet, il l'invite à la soulever.
Lancelot saisit la poignée. Il tire. C'est de là que proviennent les voix de la douloureuse garde. La foule épouvantée s'enfuit. Lancelot ne bronche pas. La dalle étant soulevée, découvre un souterrain dans lequel le maigre vieillard fait signe à Lancelot de le suivre. Lancelot se recueille un moment, puis il descend. Les voix s'éloignent. Lancelot se retrouve seul dans les ténèbres.